Bonjour, je suis le commandant Christophe Coppen, je suis l'ancien patron de tous les négociateurs français de police, le coordinateur national. J'ai fait ce travail au RAID donc, comme officier pendant 12 ans, avec une grosse expérience de terrain, puisque j'en suis à plus de 350 opérations de prise d'otages forcenés, mutinerie, kidnapping à l'étranger, etc. C'est-à-dire tout un tas de domaines en fait où la pulpatitude, où l'intuition va avoir une importance fondamentale. Le premier point que je peux vous donner sur cette question de l'intuition, c'est le domaine en fait de la légalité de nos interventions. Le policier est contraint en fait à respecter, pour pouvoir prouver qu'il y a une infraction, trois grands éléments: un élément matériel, un élément légal et puis un élément moral. L'élément matériel, ce sont des faits, il s'est passé telle et telle chose, ce sont des faits concrets qui font donc qui sont préjudiciables à quelqu'un et que l'on va pouvoir donc mettre en évidence. Un élément légal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une infraction qui soit répertoriée dans un code, etc., et que l'on sache que c'est véritablement quelque chose qui est interdit par la loi et avec un régime de peine derrière. Et puis surtout, celui qui nous intéresse le plus, c'est l'élément moral. C'est-à-dire que on va avoir à ce moment-là à comprendre si l'intention coupable est présente ou non. Et alors, l'intention coupable, quand l'on n'est pas dans la tête de quelqu'un, eh bien, c'est se fier en grande partie à son intuition. Le domaine de l'intuition, c'est un domaine qui peut être dangereux pour nous parce que, bien évidemment, on fonctionne nous aussi, comme toutes les autres catégories socio-professionnelles, avec nos propres grilles de lecture par rapport à un événement. Et surtout, on va avoir, en tant que policier, forcément, avec le temps, avec l'expérience, une série de préjugés et de présupposés qui vont venir en fait colorer notre compréhension d'un événement. Donc la grande difficulté, et notamment au RAID, au niveau des négociateurs, c'est fondamental. La grande difficulté, ça va être de s'abstraire en fait de ces contraintes-là, de se dire je vais regarder mon interlocuteur avec un œil neuf, je vais le regarder par rapport à tout ce qu'il me livre littéralement comme impression, comme intuition, comme indice, comme élément donc par rapport à des éléments de congruence entre ce qu'il me raconte et ce que j'ai déjà comme information. Et donc au vu de tout ça, à ce moment-là, on va pouvoir se faire une idée qui sera peut-être, on l'espère, un petit peu plus juste. Il est important de travailler avec un œil neuf car l'intuition, même si c'est notre meilleur allié en tant que policier dans la phase qu'on va dire la phase spontanée lorsque l'on arrive sur une affaire, on a une phase que l'on appelle la phase de levée de doute où il nous faut très vite savoir en fait, avec les quelques éléments que l'on a, avec l'expérience que l'on a acquis et puis notre justement intuition en tant qu'homme et en tant que policier, si on est dans un registre qui correspond à l'objet de notre saisine, ce pourquoi on nous a demandé d'intervenir quelque part, ou si on est dans un registre qui est différent, auquel cas bien évidemment toute la chaîne en fait de conséquences va être radicalement différente si jamais on doit engager plus de moyens ou au contraire faire un retrait de la situation parce qu'il n'y a pas d'infraction pénale ou parce que c'est un conflit personnel, familial, etc., sur lequel, eh bien, ma foi, il n'y a pas d'éléments légaux, où il n'y a pas de pénalité ou de judiciarisation, etc. Donc, cette partie de levée de doute est importante, car la qualité, en fait, de ce travail initial, préambule, eh bien, va décliner, en fait, tout l'ensemble de la construction de l'infraction, enfin, du relevé de l'infraction pénale. Je vous disais sur l'intuition des négociateurs, il y a quelque chose qui est très très important. C'est arriver à savoir très rapidement si l'on est face à des gens donc qui se sont inscrits dans en fait dans un système pathologique. Est-ce que au fond tout le monde est bien content de créer un problème? Est-ce que le mari qui veut tuer sa femme, eh bien ça fait pas des années qu'il est sur ce système de fonctionnement, sauf que cette fois-ci les indices sont un petit peu plus inquiétants qu'à un autre moment, d'où l'appel aux forces de police, etc. Donc véritablement faire une analyse systémique des choses pour arriver à avoir la réalité de ce que peut être l'événement. Voilà. On va regarder trois grands domaines que sont d'abord les paroles, le verbal, qui, même s'il compte très peu en fait dans la pertinence de la communication, est un élément important parce que derrière les mots, depuis Lacan, on sait très bien que il y a une signification véritablement forte des éléments de lapsus, des éléments de choix de mots, sur la syntaxe également.
Certains types de vocabulaire vont montrer que la personne essaye de se sophistiquer au niveau du langage, etc. Et donc de donner une image différente d'elle-même, etc. Ensuite, on a des éléments qui sont plus intéressants parce que beaucoup moins maîtrisables, qui sont ceux du paraverbal. Deuxième grand registre de communication, où là on va beaucoup travailler sur observer le ton de la voix, la prosodie, la manière dont la personne en fait va va respirer par rapport à sa communication, etc. Donc voir si elle est en apnée de stress ou non, voilà. Et puis troisième élément, et non des moindres, puisque c'est celui qui va en fait nous révéler le plus de choses sur la congruence ou la signification en fait de la communication, c'est le domaine du non-verbal, où si l'on a un œil affûté, ou si tout du moins on veut faire l'effort de regarder notre interlocuteur, eh bien on va arriver à lire tous les paramètres de ce qu'il veut nous exprimer. La manière dont il est habillé, la posture qu'il a pris, le rôle, la place qu'il essaye de donner par rapport à son interlocuteur, c'est-à-dire par rapport à nous, la manière qu'il aura de se précipiter sur certaines réponses et au contraire d'être extrêmement évasif sur d'autres. Voilà. Je vais peut-être contrarier quelques idées que vous pourriez avoir sur tout ce qui est morphopsycho. Nous sommes très peu affirmés par rapport à ce que peuvent être ces principes que sont les clés d'accès oculaire, etc., les mouvements parasites, les tics, etc., tout simplement parce que tant que ce n'a pas été prouvé scientifiquement, eh bien, il va être difficile de remettre encore un nouvel élément de préjugé sur quelque chose qui est déjà, l'humain, par définition, extrêmement difficile à décrypter. Donc on préfère rester sur des choses plus factuelles, plus scientifiques, entre guillemets. Nous savons bien qu'il y a une répartition un peu originale de ce que peut être donc le fonctionnement du cerveau, d'un côté plus rationnel, de l'autre côté plus émotionnel. Avec Damasio et son erreur de Descartes, on a eu un véritable électrochoc en fait sur ce que pouvait être justement la compréhension de la communication, mais en revanche on a aujourd'hui une plage d'incompréhension malgré tout sur ces phénomènes-là qui nous poussent, nous autres policiers, sur des domaines aussi graves que ceux de la judiciarisation, à être extrêmement prudents. Notre intuition peut nous donner l'impression que la personne ment, par exemple, alors que en fait elle est tout à fait sincère, sauf que des éléments parasites en fait sont en train de modifier les choses. Quand j'étais, avant d'être au RAID, pendant 11 ans, j'ai été en police judiciaire, en groupe criminel et en groupe de répression du banditisme, donc j'avais affaire au gratin, hein. En police judiciaire on a affaire vraiment à ce qu'il y a de plus difficile, de plus complexe au niveau des profils criminels. Et souvent, très souvent, je me suis fait berner par des victimes qui ont arrangé les choses en expliquant avec force, détermination et sincérité relative, eh bien, des éléments qui étaient faux et qui ont orienté bien évidemment nos enquêtes. Et à d'autres moments, donc, des accents de sincérité de certains voyous, dont au bout d'un moment on se posait des questions réellement de savoir si on avait vu les bonnes choses et si on était à avoir observé réellement des actes de commission d'infraction, parce que tellement en fait la crédibilité et la sincérité qu'ils pouvaient affirmer et nous présenter n'éveillait aucun soupçon. Donc il faut là-dessus être toujours très prudent. L'homme est extrêmement manipulateur, l'homme également connaît certaines situations avec des enjeux qui sont tellement gravissimes pour lui que en fait il fait un jeu d'acteur qui est au-delà du talent. C'est vraiment parfois du génie. Et puis, il y a parfois également la maladie mentale qui peut se superposer, elle également, en fait, pour brouiller la lecture que l'on peut avoir d'un événement. Vous prenez par exemple des individus paranoïaques, hein, dans le délire paranoïaque, eh bien, vous avez des gens qui ont des accents de sincérité qui sont vraiment surprenants et où on se dit au bout d'un moment, ouais, mais en fait, c'est les autres qui sont en train de lui chercher des histoires à ce brave homme. C'est pas lui qui est en train de faire quelque chose de négatif à leur rencontre. Or, pourtant, la maladie est là et les perturbations viennent bien toujours du même côté. Voilà, donc prudence. Comment affûter une intuition? Si j'avais la recette, je crois que
j'en aurais fait quelque chose de bien. Actuellement, je suis un consultant privé de sécurité. Je suis parti pour me consacrer donc à un travail au profit des grandes entreprises, donc sur un travail d'assistance, de domaine, de conseil et puis de formation. Un de ces sujets, indiscutablement, sera celui de l'intuition à travailler avec eux.